quand nous autres, on commence à 7 heures le matin, là, est-ce que vous autres, vous êtes déjà sur le téléphone? Parce que, tu sais, dans l'Ouest, c'est la nuit, là. Fait que j'imagine que ça doit jaser, mais pas tant. Comment ça se passe véritablement pour un directeur-gérant cette journée-là précise, le matin, dans les bureaux des équipes de la Ligue nationale? On commence de bonne heure. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je peux vous dire que j'ai déjà fait des échanges à peut-être 1h30 du matin. Je me rappelle, on avait échangé pour Brian Gibbons, je ne me trompe pas, avec Anaheim, puis j'étais resté au bureau jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Mon assistant, déjà, il avait fait l'échange, il m'avait texté par le temps, j'étais rendu à la maison. Tu sais, ça a déjà arrivé que je parlais avec un gérant à 6 h le matin. Quand on a fait l'échange de Jean-Gabriel Pajot, je me rappelle, j'ai toujours dit à Lou, je suis un lève-tôt, moi. Je suis debout de bonne heure. Puis la journée de la date limite d'échange, je me rappelle, je sortais de la douche, il était peut-être un peu après 5h30, je suis en train de me préparer, puis Lou m'a appelé à 5h45 le matin. Puis je vois Lou, t'es debout? Il va, oui, oui, oui. On va-tu faire l'échange? Je pense bien que oui. Donc, on a parlé de l'échange. Je rappelle, je sautais en l'auto, il était peut-être 5h40, 5h45 ce matin-là. Avec certains DG, on n'a pas peur de le dire. Moi, je disais toujours aux gars, je suis debout à 6 h le matin. Je regarde souvent des matchs le soir. Mais le meilleur temps de me rejoindre, c'est toujours le matin de bonne heure. Puis, tu sais, moi, où est-ce que je demeurais à Ottawa? J'avais toujours un 30 minutes minimum pour me rendre au bureau, d'Orléans à Canada. Donc, je disais toujours aux gars, là, n'importe quel temps, à partir de 6h30, 7h, je suis dans mon auto. Vous pouvez toujours essayer de me rejoindre. Je vais toujours répondre à ce moment-là. Donc, tu nous confirmes que vous ne vous levez pas à 8-9 heures puis de nous regarder faire « Ils sont en nombre depuis 7 heures, les niaiseux! » Non. Mais c'est bon. C'est une des journées parce que les médias, souvent, puis on ne va pas se le cacher, ils ont les échanges avant nous. Donc, dans mon bureau, j'avais souvent RDS dans l'arrière-plan pour savoir, tu sais, OK, parce que des fois, par le temps que, fais semblant que tu es vendeur ou acheteur ou quel que soit, tu essaies de vendre un gars, tu parles à certaines équipes, et tu vas, hey, ils ont été chercher lui. Tu sais, les médias deviennent importants une journée comme ça parce que c'est eux qui t'appellent souvent des échanges. Parce que les DG, on est tellement occupés qu'on ne va pas appeler un DG où est-ce qu'on va y parler peut-être 30 minutes juste de la vie, de l'équipe, comment que ça va. Donc, dans des situations comme ça, c'était une journée où est-ce on avait la RDS dans l'arrière-plan. Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, Pierre. J'ai une autre question. Comment ça fonctionne quand vous voulez proposer à un joueur? Est-ce que la bonne vieille méthode, vous prenez le téléphone ou vous envoyez un courriel? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'envoyer un courriel à toutes les formations, dire, regarde, j'ai tel gars disponible, j'attends vos offres. Comment ça fonctionne là, sur le plancher, là, véritablement? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs manières. Tu sais, si on veut qu'un nom sorte, c'est bien facile. Tu envoies un courriel aux 31 autres gérants. Puis là, son nom va sortir, tout le monde va en parler. Des fois... Puis il va être des médias, c'est ça. Ça, c'est sûr. Puis si jamais tu n'as pas... tu veux échanger quelqu'un puis tu n'as pas rien de bon, là, tu essaies de créer un marché. Donc, souvent, c'est là que tu envoies aussi au 31 parce que c'est pas juste... le courriel de la Ligue nationale, c'est pas juste les 31 autres DG. Tu as des assistants DG là-dessus, tu as des directeurs d'opérations hockey, parce que ça fonctionne comme ça, à travers la RSA. Mais dans le chat de juste les DG, souvent, tu envoies des noms là-dessus, puis c'est pas souvent que les noms sont sortis. On dirait qu'entre nos 32, il y avait un plus grand respect de garder les noms entre nous. Mais souvent, quand on voulait échanger quelqu'un pour venir à ta question, souvent, on regarde c'est qui que les équipes. On sait qui les équipes qui achètent, qui vendent à ce moment-ci de l'année, c'est pas mal établi. Puis par ce moment-là, on va appeler les équipes, voici qu'est-ce que j'ai de disponible, voici qu'est-ce qui est mon plan. Puis les années qu'on était vendeur, on essayait de vendre, puis il y a des années qu'on était acheteur avec les sénateurs. Puis à ce moment-là, voici qu'est-ce que je recherche. J'ai entendu dire, lui, il est sur le marché. Puis
Puis c'est souvent des dépisteurs pros, parce que les dépisteurs professionnels, ils se parlent tous entre eux autres. Puis quand tu en as quand même assez plusieurs puis qui sont au courant, tu es pas mal au courant qui est sur le marché. L'autre chose, c'est qu'il y a souvent les agents qui vont t'appeler puis ils vont te dire « Mon gars, il est disponible ». Puis ça, tu en as beaucoup dans la semaine ou les quelques semaines avant la date limite des échanges. Que je vais dire qu'on parle beaucoup à des DG, mais on parle beaucoup à des agents aussi qui nous laissent savoir que leurs gars sont sur le marché. Moi, c'était quelque chose d'en parler avec Pierre Yannick qui m'avait... je trouvais ça cool de voir ça. Tu sais, le fameux chat. Il y a le courriel, mais il y a le fameux chat. Oui, ça ressemble un peu. Puis, je fais tout le temps des blagues. Les gens qui nous écoutent, qui ont un pool de hockey, puis que vous avez un chat entre les poolers, ça ressemble beaucoup quand je parle avec Pierre puis qu'il me le raconte. Moi, ce que je veux savoir, Pierre, c'est que ça fait 32-33 ans que j'ai le même petit keeper de pool. Puis on est passé du téléphone à se faire des transactions plus par texte. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça commence la conversation par texte puis ça se finit au téléphone? Est-ce qu'on est plus en textant qu'au téléphone dans le passé ou est-ce que tout était au téléphone auparavant? Oui, il y a certains DG que les autres vont te parler beaucoup plus par texte. Il y en a d'autres qui vont te parler par téléphone. Ça dépend de l'individu. Mais je sais que Lou doit être encore sur le téléphone à roulette. Lou, c'est surprenant. Alors, moi, je vous dis que Lou, il est un peu surprenant. Mais il y en a certains qui n'ont pas peur juste de texter. Des fois, comme dans toute conversation sur les textes, l'angle ou le ton, des fois, c'est pas exactement parfait. Donc, moi, j'aimais mieux parler au téléphone, mais tu peux en faire plus en parlant au téléphone et en faisant des textes. Donc, de plus en plus, je pense qu'on utilise des textos. Puis souvent, je dis, OK, je t'appelle dans 5 minutes, je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre. Boum, on se parle. Ça se fait quand même assez bien des deux manières. Et Pierre, j'imagine, c'est comme dans la société, comme dans la vie en général. Des fois, on le voit puis on le sent. Il y a des affinités qui se créent entre les équipes, entre les directeurs gérants. Puis des fois, on est porté peut-être un peu plus à faire historiquement plus de transactions entre deux équipes. Est-ce que tu avais aussi de belles affinités avec certains directeurs gérants plus que d'autres? J'imagine que oui, parce que vous vous côtoyez là, quand même. Oui. Il y en a qui sont beaucoup plus faciles à faire avec comparé à d'autres. Comme tout, on veut toujours avoir le meilleur. Il y en a des DG qui, à chaque transaction, on dirait qu'il ferait un coup de circuit. Puis, des fois, un échange peut être bénéfique des deux bords. Des fois, j'essaie d'expliquer ça à quiconque, même si c'était quelqu'un qui faisait 30 ans qui était là ou qu'il y a quelqu'un qui commençait. Je vois, l'échange est bon pour les deux, là. Donc, mais il y a certains gars qui sont plus faciles à faire un échange avec, qui... l'échange est fait, puis il ne te rappelle pas, puis il te dit « Ah oui, je veux avoir un choix de troisième aussi. » Donc, il y en a beaucoup. Oui, j'ai pensé à ça, je pense que je vais avoir un prospect de plus. Quand tu avais presque été d'accord sur l'échange. Là. Donc, oui, il y en a qui sont superbes. Comme, puis c'est pas en cause s'il est francophone, mais Julien Brisebois, il est superbe. OK, voici pourquoi je fais ça, voici pourquoi je fais ça. C'est pour ça que j'ai été capable de faire des échanges avec. Dans le temps, Marc Bergevin, boum, OK, parlait, c'était simple. C'est pas à cause ces deux francophones, puis on se parlait souvent en francophone entre nous, mais c'est deux que c'était quand même assez facile à faire. Puis, il y en a d'autres que des fois, c'est un peu plus difficile. Ils te reviennent, ils changent d'idée. Tu dis, OK. Une couple de fois, j'ai dit à des gars, tu sais, la date limite, là, c'est dans 2 heures. Là. Tu n'as plus le temps de changer d'idée. J'ai juste besoin d'un oui ou un non. Puis, des journées comme ça, c'est ça que tu travailles pour. Tu prends une décision, tu le fais ou tu le fais pas. Puis après ça, sinon, toi, tu peux bouger à d'autres choses. Si tu vois quelqu'un, il tarde, puis il n'est pas prêt à prendre une décision, dans ce temps-là, ça te bloque, c'est ça. Tu passes à quelqu'un d'autre, tu fais la décision pour tu le veux-tu ou tu le veux pas, quand on t'es vendeur. Dis-moi, j'ai juste besoin d'un oui et un non. Ah, moi, t'en revenir. Souvent, je disais, OK, là, il est midi à 13h. Si tu ne me rappelles pas, je m'en vais dans une autre direction. Il faut que tu n'aies pas peur de prendre des décisions vite. Tu es avec tout ton groupe de dépisteurs professionnels, puis de là, tu fais les échanges cette journée-là.
C'est tellement intéressant. Il y en a, comme que Pierre dit, qui doivent être le doigt sur le trigger, qui, eux, ils n'ont pas de problème à tirer sa gâchette, puis il y en a qui doivent être un petit peu plus des branleux, qui sont tout le temps « Ouais, laisse-moi parler », parce qu'ils ont besoin de contre-vérifier ou ils veulent toujours... Hey, puis quand tu parlais d'affinité, quand un gars part d'assistant des DG quelque part, puis qui s'en va prendre une équipe ailleurs, puis je pense à Steve Eisenman avec Pat Verbeek, on a vu le gardien Ville Husso passer, souvent les gars vont se retourner vers leurs amis pour quelqu'un qui peut retenir du salaire pour lui. On a vu Marc Bergevin avec l'ancien DG des Ducks, le vétéran, j'ai oublié son nom, il a quitté, puis Verbeek l'a remplacé. Bob Murray. Ils se sont fait... Bob Murray. Bob Murray. Ils se sont fait des faveurs. Vous avez un cercle quand même avec qui tu sais que IOU, ça arrive des fois. Oui, sans aucun doute. Puis moi, j'aimais pas ça. Moi, des IOU, là. Tu sais, comme tu travailles pour l'organisation, tu fais qu'est-ce que tu as à faire. Des IOU, là, c'est quoi, si tu veux m'acheter un café, une journée ou une bière, correct, mais moi, pas de faire des... Tu sais, t'es payé par une organisation, tu dois faire le mieux pour l'organisation, tu arrives à date limite. Tu sais, moi, je me faisais toujours un plan quand on était vendeur. OK, voici les 5-6 morceaux que j'ai à vendre. C'était souvent des agents libres sans compensation. Voici le retour, j'espère. Tu sais, je présentais ça à mon propriétaire. Puis, on allait de l'avant. Là, tu sais, puis, il y en a des fois que... il y a des gars des fois qui venaient me dire, tu sais, l'équipe ne sort pas nulle part. Je suis un gars que... je suis un agent libre sans compensation. J'aimerais aller une chance de, on va pas te signer avec les sénateurs. J'aimerais avoir une chance d'avoir un autre contrat pour aller à une place. Mais des fois, oui, il y avait un marché pour certains joueurs, puis des fois, il n'y en a pas des marchés pour certains joueurs. Puis des fois, c'est pas facile, ces situations-là aussi. Tu reviens un gars et te dis, excuse, tu aimerais ça aller à ces équipes-là, mais ils ne sont pas intéressés dans toi. Puis la chose, c'est que tu étais honnête avec l'agent puis le joueur. Oui, tout à fait. Ça, c'est la clé, je pense. Pierre, on va s'arrêter, faire une courte pause au retour. Je sais qu'on va parler un peu des sénateurs d'Ottawa, mais j'ai une question pour toi au retour, puis je vais laisser les gens y penser, puis je la lance vite comme ça. Pour un directeur gérant, est-ce plus facile d'être acheteur ou d'être vendeur? La réponse de Pierre Dorion au retour, puisque vous regardez On jase spécial transaction sur les ondes de RDS. On vous accompagne comme ça tout au long de la journée. Nous sommes de retour à On jase spécial transaction, toujours accompagné de Pierre Dorion. Pierre, question bien simple, je te l'ai dit juste avant la pause. Est-ce que pour un directeur général, c'est plus facile d'être acheteur ou d'être vendeur lors de la date limite, la dernière journée des transactions? Je vais te répondre en deux sens. Beaucoup plus facile d'être vendeur, beaucoup plus plaisant d'être acheteur. Bien plus de fun d'aller chercher des gars et de dire à des gars, donner la poignée de main ou d'appeler et de dire bonne chance avec ta prochaine équipe. Beaucoup plus plaisant d'être acheteur. L'énergie que ça crée dans un vestiaire. Deux fois, je peux te dire peut-être qu'on était acheteur à ma première année, quand on était chez Alex Burrows. Un peu avant la date limite des échanges, on avait été chez Wingle, Stallberg. Ça avait donné un certain buzz à l'équipe. Puis à ma dernière année, comme à la date limite des échanges, on avait quand même échangé Tyler Mott, mais on avait été chez Patrick Brown, on avait acheté un gros morceau en Chikrin. Je peux te dire que les gars sont vraiment excités quand tu ajoutes, surtout quand tu fais on savait que... Yann, on a retrouvé Pierre. Je pense que les gens veulent plus entendre parler Pierre que moi, je te laisse aller. Oui, poursuis, Pierre. C'était vraiment intéressant ce que tu nous racontais. Oh oui, c'est juste, quand tu fais un ajout, les joueurs veulent tout gagner. En général, là, j'en connais pas. Les entraîneurs veulent tout gagner. Quand tu fais un ajout, juste le sentiment dans le vestiaire, tout le monde a de l'énergie, tout le monde sourit. Je me rappelle quand on était à New York quand on a acheté Jacob Chikrin. On avait un gros souper, tous les dépisteurs étaient là. C'était quelques journées avant la date limite des échanges. On avait été souper un excellent steakhouse, mais dans ma chambre d'hôtel, j'avais mon assistant DG, mon directeur d'opération hockey, mon gars de PR. On était juste 5 ou 6 qui le savaient.
l'échange. Parce que, tu sais, je savais qu'il y avait d'autres équipes qui étaient encore après Jacob Chikrin, puis je voulais garder le minimum de gens qui le savaient. Donc, tu sais, il y avait on était en train de travailler les détails de la transaction. Le lendemain matin, j'arrive au Madison Square Garden. Les gars, tu sais, des poignées de main. Tout le monde était heureux de la direction qu'on avait été. Jacob, il avait pris l'avion, t'es arrivé. Tu sais, c'était vraiment excitant. C'est beaucoup plus plaisant pour une équipe quand on ajoute que quand on soustrait. Ouais. Pierre, je vais te poser une question parce que c'est quand même on jase. Puis j'ai encore ouvert ma page de on jase. Puis les gens nous écrivent, puis nous envoient des questions. Puis il y en a une que j'ai vu passer que je trouvais intéressante. Dans des journées de même, que ce soit au téléphone ou... Puis on n'a pas beaucoup de temps, mais tu le sens-tu si un DG est en contrôle ou il panique? Est-ce qu'on sent ces choses-là là, de... Oh, lui, là, il est sur le bouton panique, là? Sans aucun doute. C'est comme dans tout. On est 32. On a toutes des différentes personnalités. Tu peux le voir. Des fois, tu voyais des gars qui étaient déçus que je n'avais pas vendu eux autres, mais je leur disais, moi, il faut que je fasse la meilleure chose pour mon organisation. Je t'ai dit le prix. Tu as pris ton temps. Là, tu me viens avec le prix, mais quelqu'un d'autre m'a fait un meilleur prix. Donc, je l'ai pris parce que je ne sens pas... Tu sais, toi, tu prends ton temps, tu n'étais pas prêt à faire... Là, tu voyais qu'il paniquait, puis je voyais, non, tu avais ta chance, tu sais, comme je disais tout à l'heure, la date limite d'échange est dans comme 2-3 heures. Moi, il faut que je fasse ce qui est le meilleur pour l'organisation. Puis, tu sais, pas personne n'est fâché après personne. Tout le monde comprend qu'est-ce qu'on a à faire des journées comme ça. Ça vient vite. Mais moi, j'essayais de dire aux gens, tu sais, parce que aujourd'hui, l'alignement peut monter de 23 et plus. Donc, souvent, les autres DG attendaient aujourd'hui pour ajouter, pour faire d'autres, pour bouger d'autres morceaux, pour aller chercher un autre morceau pour ajouter, mettre quelqu'un au balotage, quel que ce soit. Donc, tu avais un plan, puis les gars savaient, voici qu'est-ce que je m'attends. Tu veux avoir le joueur, moi ton offre, quand c'est une offre qui n'était pas bonne, je disais, là, on va dire un exemple, je parle à 5 équipes, ton offre, c'est la pire. Donc, si tu veux être dedans, il faut que ton offre soit meilleure. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est un petit peu pas vrai. Ouais. Oh! Pour monter les enchères. Ouais. Ah oui! Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein? Des fois, on trafique un peu la vérité. Pierre, le dernier 15 minutes, mettons le dernier 30 minutes ou le dernier 15 minutes avant 15 heures, comment ça se passe? C'est-tu un sprint final? Là? C'est fou, là, tout le monde appelle, vous êtes 2-3 sur les téléphones. Comment ça se passe, ce dernier segment? Ben, ça peut être un côté énormément, je vais dire la dernière heure plus. Où est-ce que vraiment, là, s'il te reste des morceaux, là, les appels boum, 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 boum. Puis s'il fait semblant, tu as 2 ou 3 équipes, puis tu es vendeur. OK, voici que c'est boum. Reste sur le téléphone, je te rappelle. Mais il y a eu des fois que la dernière demi-heure, j'ai rien fait. Je pense que j'ai pris un appel. Ouais, j'ai fini. J'ai tout vendu. J'ai été chercher des morceaux. Si j'ai acheteur, j'ai fini. C'est fait. T'attends. OK, non, je suis plus dans le mix pour lui. Tu sais, il y a une couple des fois, OK, même là, j'ai passé, moi, peut-être l'échanger, lui. Ben, je vais aller trop tard. OK, laisse-moi passer, je vais aller voir mes gars. Mais en général, je dirais, c'est plus un sprint la dernière heure que la dernière 15 minutes. Pierre, tu as déjà vécu ça? Des joueurs qui ont des demandes plus grandes ou qui pensent que tout le monde va vouloir faire leur acquisition, puis à un moment donné, tu es obligé de leur dire, ben il n'y a personne qui est très intéressé à toi. Tu comprends-tu? Tu as déjà vécu ça, là? Ben oui, puis des fois, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est les pourparlers qu'il y a en arrière-plan, avec peut-être d'autres équipes, même si on se dit que c'est pas permis. Donc, tu sais, peut-être lui ici qui peut avoir, il peut être le plus haut salarié de la Ligue nationale s'il va en agent libre où il pense. Mais le fait que c'est souvent quand tu vas à des équipes comme ça, tu vois une équipe qui est au bas du classement, qui a beaucoup d'espace dans la masse salariale, puis tu ne vas pas gagner. Même si tu vas là et tu as un impact, puis un joueur comme ça, je pense qu'il veut gagner. Donc, il y a certains positifs et négatifs de peut-être aller chercher un plus gros salaire, plus d'argent, mais tu ne gagnes pas. Puis des fois, c'est correct quand tu as ton premier chèque de paie et ton deuxième, mais 2-3 mois dans la saison, quand tu n'as perdu 5-6 en ligue puis tu n'es pas habitué à ça, c'est pas aussi plaisant. L'argent, ça n'apporte pas toujours le bonheur.
Non, ça, c'est un bon point, effectivement. Des fois, c'est. Puis je pense qu'on a une belle preuve avec Jake Evans qui a probablement laissé de l'argent sur la table pour rester à Montréal parce qu'il était heureux et il se plaisait dans cette organisation-là. Un gars comme Brad Marchand, Pierre, ça peut, selon ton expérience, ça peut coûter quoi aujourd'hui en tout cas, de tenter d'aller le chercher? Les Bruins pourraient demander quoi? Et est-ce que c'est plausible qu'il soit échangé aujourd'hui? Parce que quand même, un vétéran, c'est un Bruins, ça va faire drôle si jamais il quitte les Bruins. Oui, tu sais, puis on sait que pour premièrement, Brad Marchand, c'est un guerrier. C'est pas le Brad Marchand de 4 ou 5 ans, mais tu sais, quand les séries commencent, il va tout faire pour aider à ton équipe à gagner. Tu sais, moi, je me dire que si je serais dans la situation pour aller chercher un Brad Marchand, si je serais le DG qui cherchait à acquérir Brad Marchand, je demanderais à parler à son agent avant. Tu sais, si je vois que je suis proche de faire l'échange, je dirais au DG des Bruins, à Don Sweeney, est-ce que je peux parler à l'agent? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a un certain prix pour aller le chercher puis que ce soit juste un joueur qui joue pour toi d'ici la fin de l'année. Puis là, tu parles à l'agent puis tu essaies de savoir est-ce que j'ai une chance de le signer? C'est quoi le prix pour le signer? Moi, comme quand j'étais DG, je voulais toujours être honnête avec mes confrères. OK, oui, est-ce que je peux parler à l'agent? Est-ce que je peux savoir si j'ai une chance de le signer, comme je viens juste de dire, pour savoir, ça vaut-tu la peine pour moi d'aller le chercher? Pas juste, habituellement, les gars qui vont chercher, c'est des équipes un gars comme Marchand, c'est des équipes qui aspirent à la Coupe Stanley. Donc, l'année d'après, ils vont quand même aspirer à la Coupe Stanley. Tu sais, c'est-tu un contrat de 2 ans? C'est-tu un contrat, à son âge, j'ai vu ça avec 4 ans? Tu sais, c'est des choses que tu essaies de savoir pour toi te préparer pour savoir est-ce que je peux payer un certain prix pour lui. T'sais, en général, des gars comme ça, que des joueurs de. Je ne veux pas dire que c'est pas un joueur de premier plan, c'est encore un joueur qui a un impact. Ça va toujours te coûter un choix assez haut repêchage ou un de tes meilleurs prospects. Moi, quand j'étais DG, puis je vendais, puis je demandais si c'était toujours des choix ou des prospects qu'il n'y avait aucun doute que je savais qu'ils étaient pour jouer dans la Ligue. Exact. C'est ce que j'allais te demander en plus. Moi, là, j'ai l'impression que toutes les conversations commencent avec « Ah, tu veux tes joueurs? Ça va coûter un premier. » Tu sais, exemple, Kent Hughes appelle quelqu'un pour un joueur qui n'est pas un joueur de location. T'sais, on parle que quelqu'un voudrait faire une transaction. Moi, je suis là au bord, je commence tout de suite avec « Ça va coûter un premier, puis parce que tu en as 2, fait que je vais prendre ton deuxième premier choix, puis tu ne me donneras pas d'Imida, fait que je vais prendre Rambacker. » Puis là, je présume que tu as toujours une job à downgrader, à descendre les demandes de ce. Parce que je suis convaincu que les demandes sont toujours au-dessus du prix finalement payé. Mm-hmm. Fait que toi, comme DG, tu es tout le temps en train de descendre de qu'est-ce que. L'autre, il va commencer avec ton meilleur prospect. C'est rare qu'il va te demander ton 9e meilleur prospect, là. Meilleur espoir. Non, puis c'est toujours évident. Comme, si j'appellerais si j'appellerais Ken Hughes, je ne demanderais pas pour demi-double. Tu sais, comme, à moins que ce soit un joueur il te le donnera pas. De premier. Mais je peux te dire que je commencerais avec Randbacker ou Fowler ou quiconque ce soit. J'irais avec des gars que je suis 100% sûr qu'ils vont jouer dans la Ligue. Que ça soit peut-être un Dobes ou quiconque que ça soit. Là, comme des gars que je sais que c'est des joueurs de la Ligue nationale. Je ne veux pas avoir des semblants de prospects, des gars que j'espère qu'ils vont jouer. Genre des gars que je sais qu'ils sont capables de jouer des minutes, que ce soit sur mes 3 premiers trios, des 4 ou 5 premiers défenseurs. C'est toujours important d'avoir des gars que tu sais qu'ils vont jouer. Puis c'est là que tu as ton monde, tu as ton dépisteur chef amateur à la date limite des échanges qui est là depuis quelques jours, tu as des dépisteurs professionnels qui ont vu les gars, puis je leur disais toujours, donnez pas des gars que vous pensez qu'ils vont jouer. Donnez-moi des gars que vous savez qu'ils vont jouer dans la Ligue. Pierre, on est, la question que je me la posais tantôt, on est à un peu plus de 4 heures avant l'heure limite. Le marché ce matin est très, très calme. En tout cas, il n'y en a pas de transaction. Peut-être que c'est très actif entre les DG, ça, on ne le sait pas. On spécule, on n'a aucune idée. Mais quand tu es acheteur, quand tu as des visées puis tu es acheteur, puis tu vois que c'est calme, qu'il se passe, il n'y a même pas de transaction mineure, il n'y a rien ce matin, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est un mauvais indicatif, c'est-à-dire que les vendeurs sont peut-être pas aussi vendeurs qu'on pense? Tu sais, ça dépend des années, comment de joueur qu'il y a. Moi, la seule affaire que j'ai appris, c'est quand tu étais vendeur,
t'appelais les gars, t'essayais d'avoir le meilleur retour possible. Quand tu es acheteur, sois patient. Attends. Ils savent que tu veux le gars. Ils te fait ton offre. Rappelle pas une autre fois parce que là, tu vas montrer que tu veux en donner plus. Donc, reste patient, reste. Jeu de patience. Reste calme, là, tes gars, on attend l'appel. Si on l'a, on l'a. Si on l'a pas, on l'a pas. On a fait notre meilleure offre. On va peut-être pas faire notre meilleure offre une semaine avant, mais quelques jours avant, si on est sérieux, on va commencer à faire nos meilleures offres. C'est pas le temps de faire la meilleure offre. C'est ce que je veux savoir. À 1h de l'après-midi. C'est plus le temps, là. C'est plus le temps. Moi, ce que je veux savoir, Pierre, là, c'est comment ça se passe. T'as-tu le droit de manger des croissants avec un peu de confiture dessus ou t'es sur le téléphone, puis ton adjoint, il y a l'autre, puis une fois que t'as raccroché, t'as déjà le deuxième sur l'oreille, puis avec ton pied, t'es en train de scroller et voir qu'est-ce qu'on écrit sur toi. Ou t'as le temps d'être assis, relax, puis tu grignotes, tu jases, t'as tous tes tableaux, tes télés devant toi. Comment ça marche? Ça dépend des... ça dépend... Il y a eu des moments où est-ce que ça l'arrête pas. Puis des fois, tu as 2-3 DG qui t'appellent. Donc, tu dis à ton assistant DG, rappelle-les, dis, je le rappelle dans 10 minutes. Ou toi, tu textes l'autre DG, je suis au téléphone en ce moment, je te rappelle dans 10 minutes. Pour ceux qui me connaissent bien, j'ai jamais sauté un repas de ma vie. Donc, c'est m'a pas commencé à date limite des échanges. J'ai toujours bien mangé, donc ça va pas changer ça. C'est une longue journée. Comme je dis. C'est une longue journée. Donc, comme j'ai dit souvent, j'étais debout à 5 heures du matin, j'étais au bureau par 6 heures en général. Puis, je trouvais le temps, les déjeuners sont toujours, pour les joueurs, sont toujours là. Le dîner est fourni, il s'est amené vite, on mange. Souvent, il y a eu des fois que j'ai juste mangé quelques bouchées de mon dîner. Puis par la suite, c'est une longue journée. On rencontre les médias à la fin de la journée. Puis, on donne notre synopsis de qu'est-ce qui est arrivé. Puis par la suite, on retourne à la maison. Si on joue ce soir-là. Puis j'essaie ça, moi, jouer ou voyager. Plus jouer. La journée de la date limite des échanges. Si on peut avoir un bon souper avec, que ce soit avec ma femme ou avec mes enfants ou qui que soit, ça compte. C'est bien plus le fun ces journées-là. Pierre, une question pour toi. Une journée comme aujourd'hui, évidemment, vous travaillez en groupe, vous êtes dans ce qu'on appelle le terme anglophone, dans le War Room, avec toute ton équipe et tout ça. C'est sûrement déjà arrivé que tu as envie de faire une transaction, tu penses que c'est une bonne transaction, mais que les gens qui t'entourent, tes adjoints, tes dépisteurs professionnels, sont moins convaincus. Il arrive quoi à ce moment-là? Comment on gère ça? Puis j'imagine que ça doit être différent là, selon les individus. Mais à un moment donné, tu as une décision à prendre. Tu y vas avec ton feeling, tu te dis non, c'est moi qui est bas, je la fais. Ou tu as tendance à plus écouter ton équipe. As-tu déjà vécu cette situation-là? Pour répondre à la deuxième partie de la question, pour commencer, j'ai toujours pensé que 7 ou 8 têtes, c'est meilleur qu'une tête. Autant que tu peux être le DG en général. Si le groupe pense que c'est de le faire, ou de ne pas le faire, on va aller dans la direction du groupe. Si je pensais que moi, j'ai plus la réponse que cette autre personne, mon argument doit être fort, ou si une personne qui ne veut pas faire, j'essayais toujours de sortir, puis des fois, je faisais par exprès. Des fois, je donnais des situations où est-ce que j'exagérais un point pour essayer de sortir les meilleures discussions du groupe. C'est tous nos dépisteurs professionnels, ton assistant DG, si ton entraîneur est là, puis l'entraîneur, lui, veut toujours ajouter. Lui, l'entraîneur ne veut pas se départir de rien. Puis ça, c'est tous les 32 entraîneurs dans la Ligue nationale, eux autres, là. Ils veulent, eux autres, c'est eux autres qui mettent les joueurs sur la glace le lendemain. Puis tu ne peux pas les blâmer. Puis que ce soit à n'importe quel niveau, n'importe quel entraîneur, des fois, ils comprennent le plan quand il y a une reconstruction, puis eux autres, les entraîneurs veulent toujours avoir des bons gars de caractère, des gars qui jouent de la bonne manière, quand on peut en ajouter à la date limite ou quand on en laisse aller, tu vois que ça les blesse toujours. Puis, j'ai toujours cru que le groupe était plus fort que l'individu, puis qu'il y a souvent eu des arguments. Je vais compter une anecdote, je ne vais pas dire de nom.
une fois, je m'ai fait proposer un échange où je parlais avec un autre DG. On avait tout le groupe de dépisteurs là. Le vote était 7 contre 1. 7 personnes disaient de faire l'échange, une personne disait non. C'était moi qui disais non, je ne veux pas le faire. Mais je ne suis pas assez intelligent pour vous dire que je suis plus fort que 7 personnes. Donc, on l'a fait. Puis, des fois, je croise nos dépisteurs, les anciens dépisteurs professionnels d'Ottawa, et je leur rappelle que j'avais raison. Moi, juste vous dire ça comme ça. J'adore ça. On n'a pas le nom, mais j'adore ça. C'est bon. Ouais. On fait tout ça. Il n'y a personne, qui nous appelle pour dire « Ah, finalement, t'avais raison. » L'an passé, là, Yann, j'ai passé mon temps à vous dire « Pour ce qui est Monahan », puis le monde m'écrivait « T'es fatigant. » Aujourd'hui, on cherche un centre. Moi, je fais juste dire ça de même. Fait qu'il n'y a personne qui va m'appeler puis m'écrire et me dire « Hey, Martin, t'as raison, un centre comme Monahan, on en aurait besoin en ce moment. » Mais c'est correct. Ma blonde m'a acheté une tête d'oreiller qui dit « Je suis épuisé d'avoir raison. » Fait qu'à toutes les fois que j'ai l'occasion de dire à ma blonde, chérie, je te l'avais dit, je saute dessus. C'est beau, l'humilité. C'est toujours avec le sourire. Eh non, c'était avec le sourire, Yannick, parce que de moyenne des ours, on en dit autant des bonnes que des mauvaises. Fait que faut pas se prendre la tête quand on a une bonne, puis faut pas non plus se dénigrer quand on a une mauvaise. C'est ça la vie quand on nous demande de commenter au jour le jour ce qui se passe dans l'actualité. Pierre, est-ce que c'est toi qui gagnais le plus souvent les arguments à l'intérieur de ton groupe? Es-tu un bon débatteur de tes arguments? Oui, j'étais pas mal bon. Puis j'expliquais, moi, je croyais beaucoup dans la communication. Puis, souvent qu'on faisait des échanges de certains gars, l'entraîneur voulait vraiment un certain gars. Okay? Des fois, les dépisteurs professionnels ne le voulaient pas. Ils disaient, Pierre, il n'est pas aussi bon que tu penses. Puis, des fois, j'explique aux dépisteurs professionnels, je ne veux jamais donner une excuse à un entraîneur que je n'ai pas été chercher quelqu'un qui voulait. Puis je sais des fois que beaucoup de mes dépisteurs professionnels me disaient que j'écoutais trop mes entraîneurs. Mais j'ai dit, c'est l'emploi le plus difficile dans une organisation. Les gens pensent que DG, c'est difficile, m'a dit quelque chose. Être entraîneur, c'est beaucoup plus difficile qu'être un DG. Puis, je voulais toujours essayer de donner le plus d'atouts avec les budgets que j'avais à mes entraîneurs. Donc, ça arrivait des fois que j'expliquais, je sais les gars, vous ne l'aimez pas, ou dépisteur professionnel, mais mon entraîneur l'aime, puis on va faire l'échange à cause de ça, comprenez? Puis j'essayais toujours d'être franc et honnête et leur dire pourquoi. Puis je pense que j'étais un assez bon débatteur, puis les gars comprenaient que même si tu n'aimais pas un certain joueur, pourquoi qu'on allait le chercher, ou des fois, dans d'autres situations, même si eux autres voulaient un certain joueur, pourquoi qu'on ne faisait pas l'échange. C'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Pierre, une question bien vite qui me vient en tête comme ça. Je me pose la question. En fait, ça fait longtemps que je me pose la question. Quelle est la journée la plus fun pour un directeur général dans la Ligue nationale? Aujourd'hui, la date limite des transactions ou le 1er juillet? Aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la semaine là, qui avait la date limite des échanges, parce que souvent, tu es vendeur-acheteur, c'est rare que j'ai vécu statu quo pour moi. Donc, toute la semaine, tu fais du hockey. Tu te prépares, tu fais du hockey, tu parles à d'autres DG. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas souvent? C'est qu'un DG, là, tu as 75, 80 personnes qui travaillent sur toi. J'avais toujours, en général, ma porte ouverte. J'ai pas peur de le dire que moi, je rentrais souvent de bonne heure le matin, comme à 7 heures, pour essayer de faire le plus de travail possible pour pouvoir parler à plus de gens dans mon entourage possible pendant la journée. Parce que quand tu es DG, tu donnes ton temps aux gens. Puis tu veux, on n'était pas gros à Ottawa, donc je voulais faire tout le monde sentir important parce que je leur demandais de faire souvent 2 et 3 emplois. Donc, je te dis aujourd'hui, là, c'était tellement plaisant. Même quand je me faisais critiquer, c'était quand même plaisant. Les personnes aiment se faire critiquer, mais faire du hockey, comparé à ce qu'un DG fait souvent, des fois, tu as des réunions avec le côté business, du marketing, des budgets. Des fois, tu parles à des agents pour des affaires qui ne sont pas importantes, mais des journées comme aujourd'hui, tu fais du hockey, il n'y a rien qui était plus plaisant. Oui, mais je pensais que c'était toi qui... Vas-y, Pierre. Puis le 1er juillet, moi, dire, j'ai pas peur de le dire, souvent on fait. C'est la journée des fois qu'on paye un peu trop pour les joueurs le 1er juillet.
OK, mais elle coûte cher, hein, des fois, cette journée-là. Puis on l'entend souvent, ça, mais que ce soit le 1er juillet ou aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage de ça se passe comme tu l'avais imaginé? Tu sais, tu as 3 joueurs autonomes, tu veux les passer, tu réussis toujours à les passer ou des fois, tant qu'à l'envoyer pour moins ce que tu pensais que ça valait, tu le gardes. Sais-tu qu'il y a des journées qui se passent avec beaucoup de préparation comme tu l'avais prévu ou c'est jamais, mais jamais comme tu l'avais pensé? En général, c'est comme que je pense. On fait tellement de préparation, tellement d'appels, c'est rare qu'on ait une surprise qui nous arrive une journée comme aujourd'hui. Des fois, on peut se faire lancer des balles courbes par le propriétaire. Des fois, on peut se faire lancer des balles courbes par des blessures, par l'entraîneur. Des fois, c'est très rare que c'est arrivé des noms qu'on ne s'attendait pas qu'ils soient sur le marché. Mais en général, comme dans tout métier, quand tu es bien préparé, tu as une bonne idée où tu t'en vas, tu peux avoir du succès, puis tu as un plan, puis j'avais une idée de qu'est-ce que les 31 autres équipes cherchaient à faire. Juste en parlant au DG. Donc, de ce manière-là, tu n'as pas de surprise qui pouvait t'arriver à 2h30 ou à 14h30, pardon, la journée de la date limite des échanges. Pierre, selon ton expérience, une journée comme aujourd'hui, t'en as connu qui ont été plus actives, moins actives ou comme aujourd'hui. Selon ton expérience, on arrive presque à la fin de l'émission. T'attends-tu à ce qu'il y ait quand même de grosses transactions d'ici 15 heures ou si la tendance semble se dessiner que ça pourrait être comme un marché plus... Il va en avoir des transactions, mais plus calmes? Moi, je pense qu'il va en avoir des transactions aujourd'hui. Je pense qu'il y a trop d'équipes. Tu sais, je félicite ce que Julien Brisebois a fait, ce que Bill Zero a fait, ce que Chris McFarland a fait. Je pense que tu ne peux pas me dire tout de suite qu'il y a 2-3 équipes qui vont gagner la Coupe Stanley. Depuis, je regarde beaucoup de hockey. C'est quand même assez ouvert. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus ouvert dans l'Est que dans l'Ouest. Donc, je pense qu'il va y avoir tellement d'équipes acheteurs qui peuvent s'améliorer que moi, je vois que ça va être assez occupé, je dirais peut-être de 13h à 15h. Puis, tu sais, souvent, vu que le courriel a été envoyé par 15h et l'autre équipe a dit oui, l'échange est fait. Donc, moi, je prédis qu'avec tous les joueurs qui pourraient être disponibles, que ça devrait être assez occupé aujourd'hui, mais plus dans la fin de la journée. La théorie, là, que quand le domino Rantanen va tomber, les ombres vont tomber, ça arrive souvent, ça, Pierre, en 10 secondes? Oui, ça arrive quand même assez vite parce que peut-être 5 équipes après lui puis qui disent toutes oui, si lui n'est pas là, je m'en vais, je suis intéressé à ton gars.